hein, pour revenir au début du discours, on sent la conviction, hein, là, vraiment, donc on est très très loin de la faiblesse, mais on est vraiment dans la conviction profonde et l'envie de faire avancer le débat et la conscience. Professeur Thierry Mélissier, je vous remercie encore d'être présent. Je crois que nous avons véritablement besoin de votre approche, et notamment en termes d'épistémologie. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous poser quelques questions aujourd'hui, notamment face au risque, quelle relation de confiance nous pouvons avoir, et selon vous, qu'est-ce que la maturité avec les technologies? Merci beaucoup, je suis ravi d'être parmi vous. Simplement, je voudrais d'emblée dire que j'assume le rôle d'être le philosophe d'astreinte. Je l'assume souvent, mais pas du point de vue qui est attendu ici. Parce qu'il est notoire que je ne suis pas du tout un spécialiste d'éthique, d'une part, et que je dénonce régulièrement, je vais y aller carrément, ce saupoudrage qui consiste en un besoin de philosophie de temps en temps, surtout en début des colloques. Je déteste le supplément d'âme que ma profession apporte à la société, à un point que vous n'imaginez pas. Tout simplement parce que moi je suis spécialiste de philosophie politique, et tout particulièrement de quelqu'un qui a passé son temps à démasquer les illusions, peut-être à dire aussi qu'elles étaient structurantes, je vais en parler. Je suis un spécialiste, c'est assez connu, de Nicolas Machiavel, qui est un auteur républicain, engagé dans la recomposition d'un collectif après une crise, et à une période très importante du point de vue de l'histoire de la technologie, de l'histoire tout court, à savoir la Renaissance. Étant un spécialiste de cet auteur à la Renaissance, de théorie politique donc en situation de crise, j'avais accepté l'opportunité de prendre un poste de philosophie de l'innovation associé à la direction d'un master, que je dirige toujours, qui est à l'IAE maintenant, qui était indépendant avant. Il était indépendant dans Grenoble Institut de l'Innovation, il est maintenant à l'IAE, et c'est le master Management de l'Innovation. Donc un philosophe politique s'occupe de ce master est assez significatif, hein, manager l'innovation avec des sciences de gestion, avec l'apport évidemment des ingénieurs, des industriels, mais aussi évidemment des sciences humaines et sociales, réflexives et critiques. Voilà, donc c'est de l'autre côté de la rue, et vous êtes bienvenus. C'est très important, je crois, d'assumer cette position de philosophe d'astreinte. J'en veux pour preuve que je le fais en dehors de l'académie auprès d'industriels tels que Renault, pour qui j'interviens dans la communauté d'innovation depuis de 5-6 ans, dans ce que j'ai appelé une posture de philosophie de la conception, c'est-à-dire très amont de la R&D, afin de réfléchir à ce que peut signifier non seulement les enjeux, les finalités du monde émergent grâce aux technologies, mais même de penser des modèles d'action, alors qui peuvent se décliner comme des modèles d'affaires, mais aussi des modèles d'action entendus à partir de cette vacuité, cette vacance qu'il y a entre nos technologies et nos usages. Les technologies sont innovantes, les usages aussi. Il y a des communautés d'usagers qui sont extraordinairement inventives. Ce qui manque entre les deux, ce sont ces relations entre concept cadre, autonomie, liberté, des choses comme ça, et imaginaire qui vont avec, qui impliquent de l'incorporation. Et dans mon action de philosophe, je terminerai ma présentation comme ça, vous voyez, je travaille sur des concepts politiques, c'est la base de mon travail en philosophie. Si j'ai organisé une journée d'études, l'image est très jolie, hein, j'avais choisi pour ça, sur la probité. Je travaille sur les concepts cadres de la vie, de l'éthique publique, pas de l'éthique, mais de l'éthique publique, donc la probité, ce qui est très important pour les organisations privées et publiques aujourd'hui. Je travaille donc, j'ai lancé depuis peu un séminaire de philosophie des techniques dans mon équipe, philosophie pratique et langage. Donc philosophie pratique et langage, vous irez sur le site, vous verrez cette affiche. Le 1er juin a lieu la deuxième session, on vient de lancer le séminaire, avec un collègue qui propose un ouvrage vraiment fondamental, je pense. Hein. Qu'est-ce que l'épistémologie de la technologie? Vous voyez, donc on a vraiment la dimension du terrain et pas cette position de surplomb en philosophie qui est désastreuse. Le supplément d'âme, qui est typique d'ailleurs de la France. Je pense qu'il faut travailler avec les ingénieurs et les concepteurs, les industriels, afin donc de éventuellement élaborer des protocoles, mais toujours passer par l'action. Si vous voulez. Voilà, donc alors, voilà la position de parole resituée. Je répondrai aux deux questions. Les risques, moi, je les interprète de deux manières. Ils sont déjà là, en fait. Il s'agit d'abord de voir que l'objet transitionnel qui a été évoqué tout à l'heure, qui est près de nous, cet objet transitionnel, il est créé, bien entendu, pour des raisons fonctionnelles, mais aussi affectives. Pour moi, la conception même, ou le désir même de créer des robots, en particulier donc des machines automatiques anthropomorphes, ce qui est quand même pas obligé, voilà, eh bien relève d'une ambiguïté.
ambiguïté fondamentale, fondatrice dans l'humanité, qui doit admettre, c'est peut-être la seule leçon que les philosophes lui donnent et qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle est fondamentalement ambivalente. L'humanité est ambivalente face à ces artefacts. Pourtant, les auteurs de science-fiction nous mettent assez en garde sur le fait que ce désir d'augmentation, en réalité, trahit la posture d'individus assez mal dans leur peau face à un vide affectif, une carence affective, et qui pourtant éprouve le besoin, et pas seulement le désir, de maltraiter autrui. Cette ambivalence du besoin d'autrui et du besoin de le maltraiter est structurante, et je ne pense pas que la création d'artefacts anthropomorphes puisse changer quoi que ce soit. Ainsi, vous avez probablement tous vu ici la série extraordinaire sur les Hubo, Royal Humans, où on voyait bien que la réaction humaine, c'est de la science-fiction sociale, si vous voulez, c'est un film nordique qui montrait bien, qui est passé sur Arte et qu'on peut regarder, hein. Royal Humans, c'est une série extraordinairement fine du point de vue de la, si vous voulez, l'imagination politique et affective de ce qui va se passer dans la relation au robot. Il n'y a pas d'effets spéciaux particuliers, simplement on a des robots qui ont une figure humaine, et puis des fonctionnalités humaines très prononcées dans un futur très proche. Et en fait, il y a des interactions où le bien et le mal sont terriblement mêlés. Moi je pense qu'il faut distinguer le bien et le mal du point de vue intellectuel, tenir bon sur, je crois qu'on est différent là-dessus, sur la dimension normative de la pensée, et pas seulement de l'éthique. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on a besoin de repères. Mais qu'en même temps, dans la vie de tous les jours, il faut assumer le fait, ce qu'on a du mal à assumer, que nous sommes en général dominés par le meilleur et le pire. Qui que nous soyons d'ailleurs. Voilà. Les philosophes comme les autres. Alors c'est le premier risque. Voilà. Donc quelle relation de confiance pour l'humain, dans quelques situations se place-t-il face à des robots vis-à-vis duquel il y a une position ambiguë. J'évoquais tout à l'heure avec notre hôtesse la question du spécisme. Vous savez, le spécisme, c'est le fait de placer son espèce au-dessus des autres. Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme est à la race. C'est-à-dire on a tendance à considérer que notre espèce est supérieure aux autres, ce qui fait qu'on va par exemple tuer des cochons pour les manger, sans problème éthique particulier. Voilà, parce qu'on estime que c'est bien normal, il y a des arguments d'un philosophe australien terrible qui s'appelle Peter Singer, il dit voilà, on n'hésite pas une seconde, on préfère tuer un cochon pour nourrir quelqu'un en fin de vie, alors qu'on ne pense pas que le contraire pourrait être vrai. C'est vrai, ça nous choque. Bon, alors donc, à plus forte raison, face à des artefacts qui nous doivent la vie, si j'ose dire, par métaphore, nous serons évidemment spécistes, c'est-à-dire racistes envers ce qui est inférieur. Quelle dignité ontologique, existentielle, pour le robot, étant donné ce spécisme fondamental de l'espèce humaine. On est incapable d'être à la hauteur face aux animaux, allons-nous l'être face aux artefacts que nous créons. Premier risque. Deuxième risque, ici il y a des industriels, j'en côtoie beaucoup moi. Et c'est très bien, j'ai aucun problème avec le fait que la production soit réglée, organisée, avec des finalités de profit. J'ai aucun problème avec ça. Je travaille à l'IE. Ce qui pour un philosophe est une position forte, hein, vous l'imaginez bien. Je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, ce avec quoi j'ai des problèmes, c'est avec l'impensé de l'industrie. Cette impensée de l'industrie qui fait qu'on va produire des artefacts à des fins fonctionnelles ou à des fins sociales, on verra, et on va les vendre, dans quelles conditions? Le supplément d'âme n'est quand même pas ce qui caractérise l'industrialisme. Moi, je suis spécialiste de Machiavel, je n'ai pas de leçon à donner. Il n'en demeure pas moins que le risque est déjà là. C'est-à-dire que l'impensé industriel, en dépit de très bons auteurs, Saint-Simon, tous les Saint-Simoniens, Marx lui-même, etc., et dans le contexte de réforme de l'industrie. Il y a un projet politique nouveau dans l'industrie évolué aujourd'hui. Eh bien, qu'en est-il? Quelle relation de confiance on peut avoir avec des gens qui vont nous vendre de la technologie, laquelle évidemment sera bourrée de capteurs pour capturer des datas, pour créer de la valeur? Bon, les très grands industriels qui ont des spots éthiques remarquables en ce moment, Volkswagen, ont triché avec les datas il n'y a pas longtemps. Hein, je veux dire, ça ne dérange personne, apparemment, si vous voulez, sur le plan éthique. Cette trahison, ce risque de trahison éthique de la part de l'industrie, compte tenu de ses impensées à elle, est tout à fait problématique, tout à fait préoccupant, pour moi, par exemple, qui, en tant que citoyen, estime que l'industrie est une institution sociale et qu'elle a un rôle social. Voilà, bon. Donc, vous voyez, deuxième question, plus rapidement, qu'est-ce que la maturité avec les technologies, parmi les technologies, dans la relation avec elles,
Cette notion de maturité, on pourrait la tirer d'un très grand auteur, très important pour la modernité, qui est Kant. Cet auteur, Emmanuel Kant, donc disait, voilà, il y a la minorité et la majorité. La majorité, c'est la capacité de faire usage de sa pensée critique. Je soutiens, moi, que nous sommes immatures face aux technologies, compte tenu notamment du behaviorisme de la méthodologie, qui fait que nous nous croyons sujets face à des objets, alors qu'on est dedans. Il faut donc penser cette relation, penser la relation. Il faut refonder l'analyse et les méthodes, surtout, notamment dans les protocoles éthiques, sur la relation. Voilà. Alors, moi, il me semble qu'on est en retard, vous voyez, là-dessus. Et à titre personnel, donc avec les industriels et avec les étudiants, avec les gens de la société civile, je développe des méthodes dans le but de compenser ce retard, notamment en mettant les gens, du point de vue pédagogique, en situation d'apprentissage, d'évolution dans des environnements post-humains. Avec ma complice, Fabienne Martin-Juchat, qui est professeure d'anthropologie et de sciences d'information et de la communication, nous avons déposé dans le cadre de l'Université Grenoble-Alpes un jeu qui s'appelle Be Human in the Chaos, voilà, avec une baseline précise, avec des cartes. Là, par exemple, vous avez humain augmenté, là, vous avez objet intelligent. Bon, d'autres cartes, je vais les faire passer à mes camarades. Ces cartes permettent à des individus qui les tirent au sort d'interagir en collectif avec d'autres personnes pendant des sessions où nous favorisons, disons, l'improvisation par le mouvement. Voilà, selon une technique qu'on a perfectionnée, où on se retrouve, elle et moi. Moi, j'ai beaucoup pratiqué et enseigné ensuite le rugby. Voilà. Et elle a enseigné l'aïkido. Et donc, on se retrouve avec des industriels, avec des personnes de la société civile, à les faire improviser avec des cartes qui configurent le monde de demain. Sortent de ces sessions, on l'a déposé l'hiver dernier, sortent de ces sessions de créativité, des véritables modifications, comme on a un retour d'expérience, on commence à le capitaliser ce retour, les gens nous disent « ça m'a fait évoluer, j'aurais jamais imaginé qu'être un objet intelligent pendant 3 heures, devoir oublier que j'étais un humain, allait me rendre une sorte d'initiative humaine en sortant de là. Allait augmenter ma maturité, parce que notre hypothèse, vous voyez, épistémologique, c'est qu'il n'y a rien dans l'innovation, sérieusement, que ce que le corps ne nous est appris. Je pense qu'il faut arrêter de mentaliser l'innovation, c'est la pire manière de la produire. Cette manière de faire, si vous voulez, qui consiste à dire qu'une solution innovante passe d'abord par l'esprit, ensuite elle va sur le marché et elle fait du business. Oui, enfin, c'est là est la minorité. On se situe dans une position de minorité si on fait ça. On n'est pas au niveau de la majorité, de la responsabilité qu'appelle le travail de l'innovation aujourd'hui. Voilà, donc c'est dans ce contexte que je répondrai, qu'est-ce que la maturité avec les technologies? Eh bien, une forme d'humilité que tout un chacun doit avoir, en particulier les concepteurs. En particulier, il faut en finir avec cette toute-puissance de l'inventeur qui caractérise trop souvent, malheureusement, la dynamique de l'innovation aujourd'hui. Merci.